Elle avait été ouverte en 86 par Patrick Gabarou et on l'a réalisée cet hiver en 5 jours. Donc elle n'avait jamais été refaite depuis juillet 86. Et c'est ça qui était intéressant dans cette ouverture, c'est que dans cette ouverture, de cette aventure, c'est que justement ça avait un goût d'ouverture. Souvenez-vous, il y a quelques temps, nous avions reçu ici Seb Montaz qui présentait son film De l'ombre à la lumière, qui mettait justement en lumière Dubouloz, Charles Dubouloz de son vrai nom, et qui avait monté donc le couloir Rolling Stone. On était dans les Grandes Jorasses, il l'avait fait tout seul. Charles Dubouloz était encore dans cette cordée complètement incroyable, aux côtés de Simon Welfringer et bien sûr aux côtés de Clovis Paulin, alpiniste, guide de haute montagne. C'est notre invité aux côtés d'Émilie Bellet. Bonjour Clovis. Bonjour Clovis. Bonjour. Alors on va revenir déjà sur l'exploit que vous avez réalisé tous les trois. Donc c'était le 13 février dernier. Alors c'est un exploit justement que vous avez vraiment réalisé en petit groupe, hein. Oui, donc on était Simon, Charles et moi. C'est un projet qu'on avait avec Charles depuis déjà quelques années. On a escaladé donc la face nord des Grandes Jorasses par la voie qui s'appelle la directissime de la Walker. Donc une directissime, c'est qu'on part du point le plus bas de la face et on va tout droit vers le sommet. Elle avait été ouverte en 86 par Patrick Gabarou et on l'a réalisée cet hiver en 5 jours. Donc elle n'avait jamais été refaite depuis juillet 86. Et c'est ça qui était intéressant dans cette ouverture, c'est que dans cette ouverture, de cette aventure, c'est que justement ça avait un goût d'ouverture. On avait très très peu d'informations, on était les premiers à retourner. Et alors, l'histoire qui est fabuleuse, c'est que Patrick Gabarou, que vous venez de citer, c'est l'homme qui vous a mis le pied un peu sur la montagne, qui vous a initié dans votre métier, qui a ouvert cette voie en 86, qui vous a accompagné également pour l'approche de cette directissime. Exactement, donc Patrick m'a appris la montagne quand j'étais plus jeune et c'est pour ça que cette voie me tenait particulièrement à cœur, parce que c'est une voie de Patrick, de l'homme qui m'a tout appris, à qui je dois toute la vie d'alpiniste que j'ai aujourd'hui. Et effectivement, là pour nous aider, donc on était un peu lourd pour une ascension alpine, on avait beaucoup de matériel, et pour nous aider, il nous a accompagnés jusqu'au départ de la voie. Et voilà, et c'était vraiment bien. Et en plus, vu qu'on avait peu d'informations, il a pu nous réexpliquer au fur et à mesure qu'on approchait. Il nous disait, regardez, on est passé par là, là, là. On mettait des coups de jumelles. C'était hyper bien de l'avoir avec nous et hyper enrichissant. Alors après, on le sait, et ça paraît évidemment logique, vous n'êtes évidemment pas novices tous les trois. Non, bien sûr. Charles et Simon sont plus expérimentés que moi. Charles, il a plusieurs ascensions himalayennes marquantes. Et pareil, son expérience dans la face nord des Grandes Jorasses l'année dernière. Ils avaient aussi fait Manitua en compagnie de Simon. Et pareil, Simon est un alpiniste ultra chevronné, grimpeur de 9 ans en falaise. Piolet d'or il y a 2 ans, qui a fait beaucoup d'expéditions étrangères. Au Pakistan. Au Pakistan. Et il a commencé l'Oujba. C'est un alpiniste très très chevronné, les deux. Moi, on va dire que j'ai une certaine expérience, mais j'étais quand même un petit peu le petit jeune de la bande. Pour moi, c'est largement mon ascension la plus marquante de ma vie. Et c'était vraiment un beau moment, surtout d'amitié, quoi. On est vraiment 3 copains qui sont partis dans une voie qui nous faisait envie. Alors justement, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, vous êtes parti de Chamonix le 9 février à l'aube. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans ce défi de fou ? Ça faisait, comme je vous le disais plus tôt, ça faisait un moment qu'on avait ce projet. Moi, c'est une voie que je regarde depuis longtemps. J'ai du mal aujourd'hui à réaliser que je l'ai faite. Et en fait, c'est une voie vraiment qu'on avait envie de faire depuis longtemps. Et vraiment, ce qui est difficile en alpinisme, c'est d'avoir un créneau. Et là, un créneau de 5 jours sans vent avec des températures clémentes, c'est très très rare. Et là, en plus, on était tous les 3 disponibles en même temps. Il y avait vraiment tous les feux au vert qui s'alignaient. J'ai même reçu un appel de Patrick Gabarou 2 jours avant qu'on parte, me disant: Clovis, si tu as les personnes qui te vont pour faire la voie, il faut absolument que tu ailles faire la directissime de la Walker. J'ai encore le message dans mon portable. C'est maintenant, quoi. Et il y avait tous les feux qui disaient qui étaient au vert pour qu'on y aille. Et du coup, on y allait. Donc la petite anecdote, c'est que votre frère Nathan Paulin, le célèbre highliner, il vous a accompagné en bas de la voie. Oui, voilà, au même titre que Patrick. Et vu qu'on était un peu lourd, qu'on avait beaucoup de matériel et qu'il fallait, comme on dit, griller le moins de cartouches sur l'approche, qu'on soit le plus frais possible, on avait besoin un peu d'aide pour porter du matériel. Donc il y a eu Nathan, mon frère, Nathan Paulin, le funambule, Patrick Gabarou, l'horreur de la voie, et un copain d'enfance, Éloi. Voilà, on était 6 pour faire l'approche. Et après, ils nous ont abandonnés. Nathan, il m'a dit que ça faisait quand même un peu bizarre, parce qu'en plus, la première longueur était difficile. Donc, on est quand même au pied d'une paroi qui fait 1200 mètres de haut.
Ouais, abrupte. Et là, il nous voit avoir du mal sur les 20 premiers mètres. Et là, il s'est dit, ils n'ont pas fini. Et effectivement, on n'avait pas fini parce que 5 jours plus tard, on était au sommet. Ça fait quand même des Sherpas 5 étoiles quand même entre son frangin, Gabarou qui est votre initiateur. C'est vraiment une histoire. C'est une histoire humaine. Je sais que c'est très comment dire, suranné de dire ça, mais. Ah bah oui. Là, il y avait pas de, ouais, c'était vrai quoi. C'était un frère. Deux frères du coup, un mentor et un copain d'enfance qui venait passer un coup de main quoi. Et c'est ça qui était, moi quand on a organisé le truc, eux ils étaient super contents, Charles et Simon. Ah mais super, on a des Sherpas. Et voilà, c'était mon frère et le mentor. Et c'est avéré que le mentor était l'ouvreur de la voie, donc c'était encore mieux. En plus, voilà, d'une pierre deux coups. Alors 4208 mètres quand même, donc il faut préciser que vous avez grimpé toutes les longueurs en libre. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça signifie ? Donc en montagne, il y a 2 types d'escalade. Il y a l'escalade libre en utilisant uniquement le rocher et l'escalade qu'on appelle artificielle où on cède des points qu'on a fixés dans le rocher. Par exemple des coinceurs, des pitons qu'on a mis dans les failles. Et donc quand c'est vraiment trop difficile, entre guillemets, les anciens passaient en se servant des points qu'ils avaient mis dans le rocher pour passer les passages les plus difficiles. Et nous, on est passé sans se servir des points d'assurage, on s'est juste assuré dessus et on s'est servi uniquement du rocher pour passer. Et c'est un type d'ascension de progression qu'on privilégie puisque c'est plus rapide. Et donc pour les longueurs dures, techniquement, vous les avez grimpées en chaussons d'escalade et à main nue. Exactement. Quand c'était vraiment trop difficile avec les crampons, les piolets, avec le rocher était sec, on enlevait les crampons, les piolets, on mettait les chaussons d'escalade avec des grosses chaussettes dedans et on grimpait à main nue parce que on fait ce qui nous va le mieux, ce qui est le plus pratique pour être toujours le plus efficace. Il n'y a vraiment qu'un seul mot d'ordre dans ce genre d'ascension, c'est efficacité. C'est pour ça qu'en fait le libre, c'est ce qui est efficace aussi. Et du coup, on a atteint a priori la cotation de 7A. A priori, wow. C'était Simon qui était devant à ce moment-là, donc qui est un grimpeur de 9A, donc qui lui avait la marge dans ce niveau-là, qui est un très 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 bon rochassier, un très bon alpiniste et très bon rochassier. Et du coup, Simon a ressenti faire un 7A. Voilà. C'est complètement dingue. Vos mains sont plutôt belles, hein. Vous avez une bonne crème. Il faudra peut-être nous donner la référence parce que visiblement il n'y a pas trop de séquelles. En tout cas sur les mains, on reviendra dessus un peu plus tard. Et le fait que les températures étaient largement négatives, justement, est-ce que ça n'a pas compliqué les choses ? Ah si, les températures négatives, c'est quand même vraiment dur. Quand on grimpe en chaussons, moi je me suis un petit peu gelé le bout des pieds, mais pas trop, parce que je suis resté un jour très longtemps en chaussons. Voilà, donc quand on met les chaussons, on essaye de faire 2-3 longueurs, ça veut dire rester 3 heures dans les chaussons. Et après, on essaye de changer de leader pour se remettre les pieds au chaud, parce que les seconds ne mettent pas les chaussons. Ils gardent les grosses chaussures, parce qu'ils ont moins besoin d'être précis. En second, c'est moins engagé. Et du coup, on change de leader pour remettre les grosses chaussures en second. Et là, on parle Émilie, on parle quand même de température. Le jour, on était sur du moins 20, moins 25, c'est ça ? Ouais, c'est difficile à estimer, mais il y a un ressenti de toute façon. Le premier, en fait, on est très dépendant du vent. Quand il n'y a pas de vent, c'est très agréable. Généralement, la journée, on n'avait pas trop froid. Et le soir, à partir de 16h, on sentait vraiment le froid qui retombait. Et là, ça devenait vraiment rude pour grimper à main nue et en chaussons. Eh bien, justement, Clovis Paulin, donc, qui fait partie de ce trio complètement dingue qui se sont lancés sur la directissime des Grandes Jorasses en face nord avec des températures justement nocturnes de plus de moins 30 degrés et surtout 4 nuits à passer sur cette paroi, on l'a dit, de plus d'1 kilomètre. On continue évidemment cette interview. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser auprès de Clovis via le WhatsApp 04 50 58 24 47. À tout de suite. C'est un récit littéralement passionnant que l'on est en train de vivre en ce moment sur Radio Mont-Blanc. Donc on vous parlait de ce trio, Charles Dubouloz, Simon Velfringer et Clovis Paulin, donc qui ont monté la directissime de la Walker. On est là donc bien sûr le massif des Grandes Jorasses, bien sûr pour ceux qui ne connaissent absolument pas, on est donc sur le massif du Mont-Blanc. C'est un récit magnifique que l'on vit toujours aux côtés évidemment de la rédaction Radio Mont-Blanc. On va parler un peu du technique avec toi maintenant, Émilie. Eh ben oui, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Alors Clovis Paulin, qu'est-ce que vous avez emporté comme matériel ? On imagine que pour ce genre de défi, on ne peut pas partir trop chargé non plus. Donc en matériel, on a emporté donc ce qu'on appelle du métal de progression, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour grimper, piolets, crampons, des friennes, des coinceurs mécaniques, 3 fois 60 mètres de corde, 3 fois 60 puisqu'on a 2 cordes pour le premier, 1 corde par second.
et une corde pour hisser, parce qu'on hissait un sac. Donc on avait un gros sac qu'on appelle une patate, avec lequel qu'on hissait. Donc on traîne ce sac, le premier grimpe et par des systèmes de poulies, il hisse ce sac. Et les 2 seconds avaient 2 sacs relativement conséquents. Voilà. Et après, dans ces sacs, on a tout le matériel de bivouac, carimat, un réchaud pour faire fondre la neige, donc nous faire de l'eau. Un réchaud, carimat et duvet. Et de la nourriture. Oui, et la nourriture d'ailleurs, on se nourrit comment? Est-ce qu'on est vraiment sur le stéréotype du saucisson fromage ou... Eh ben, saucisson fromage, on a pris un saucisson, un fromage pour le réconfort, parce que ça fait vraiment du bien de manger des bonnes choses dans ses faces. Mais globalement, on optimise. Voilà, c'est des lyophilisés relativement pas très bons. Charles est incapable de les manger. Il se nourrit quasiment pas. Un soir, on a goûté à une nouvelle marque de lyof. On a fait un petit test. Et moi, je trouvais que c'était un truc super bon. C'était au curry, un truc indien. Et Charles, je lui ai dit, waouh, celui-là, il va peut-être te réconcilier avec les lyof. Il l'a mis dans sa bouche et il a recraché instantanément. Il est pas capable de manger un lyophilisé. Il déteste ça. Ça le dégoûte. Et du coup, le pauvre, il mange beaucoup moins que nous. C'est un dromadaire, quoi. Exactement, ouais. Bon alors manger, d'accord, et du coup il y a aussi la question de dormir. Alors est-ce que vous avez réussi à dormir? Car on le rappelle, cette ascension a duré 5 jours et 4 nuits. Alors oui, on arrive à dormir. Il y a un grand moment de réconfort quand même dans la station. C'est ce que je raconte tout le temps, c'est que tous les jours on est très 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 actifs. On est vraiment très actifs et le soir, vraiment dans le bivouac, on se couche. À partir du moment où on est dans le bivouac, on est toujours actif. On fait de l'eau, on fait la vie pour se nourrir. Et le moment qui est vraiment réconfortant, c'est quand on se glisse dans notre duvet et qu'on décide de dormir. Là, il y a un petit moment où on se permettait même de traîner un peu sur Instagram, parce qu'il y a la KG dans la façon des Grandes Jorasses. Et ouais, ça passe mieux avec un certain opérateur. Et du coup, là, c'est vraiment le moment de réconfort. Et là, généralement, on arrive à s'endormir. Moi, je dors particulièrement bien. Moi, je pense que je dormais 4 heures de suite et après, je faisais des réveils ponctuels. On se réveille une demi-heure, on dort une demi-heure. Donc, on se repose quand même. Moi, je me repose vraiment bien. Je crois que Charles dort vraiment moins bien. Voilà, on est un peu inégaux par rapport à ça, mais globalement, voilà, on dort un peu, au bout d'un moment, on se réveille et après, on somnole, quoi. Et alors, est-ce que vous vous êtes dit à un moment que ça n'allait pas être possible d'arriver au bout? À un moment, on a vraiment eu un doute. Au milieu de la voie, il y avait vraiment un mur très très raide là, avec 3 longueurs où vraiment par rapport à ce qu'on connaît en alpinisme habituellement, c'était vraiment inapproprié de passer par là parce qu'on était dans le principe de la directissime. Normalement, en alpinisme, on suit une ligne de faiblesse du rocher, donc à l'endroit où il y a une fissure, où il y a un dièdre. Là, il y avait un mur très raide avec des petites fissures mais qui s'entrecoupaient dalles lisses. Et il fallait passer là-dedans. Il y avait 2 spits posés par les ouvreurs qui sont les 2 seuls points de passage de toute la voie sur les 1200 mètres. On devait les retrouver, on les a jamais trouvés. Voilà. On les a trouvés, mais le lendemain en remontant sur nos cordes, puisqu'on a bivouaqué plus bas, et on est remonté sur les cordes qu'on avait fixées la veille. Et alors comment on se sent finalement quand on réalise que l'exploit, on vient de l'accomplir? C'était quoi, un rêve de gosse? Eh ben, le sentiment, il est un peu spécial. Moi, j'ai eu une très très forte émotion quand j'ai compris qu'on irait au sommet, justement, qu'on avait passé ce mur, qu'on a fait quelques longueurs plus faciles et que la suite de la voie était vraiment plus facile, qu'on avait passé le plus dur. Là, j'ai vraiment failli pleurer, j'avais vraiment le cœur serré. Je me disais, bah là, ça y est, Clovis, tu vas le faire. Et même, j'en ai discuté avec Simon, je dis, mais là, on va y aller. Et il me disait, oui, là, on va y aller, c'est sûr. Et au sommet, j'avais un drôle de sentiment. Je pensais vraiment m'effondrer en larmes. Je pensais vraiment vivre le truc hyper fort. Et un peu bizarrement, c'est horrible, hein, mais je l'ai dit devant une caméra, parce qu'on était filmé au sommet. J'ai dit, je crois que je pense déjà à la prochaine, alors que j'étais au sommet. Mais aujourd'hui, concrètement, je profite à fond, là, de jour en jour. Je suis, voilà. Clovis, si c'était à refaire demain, on repart? Ah oui, tout de suite. Ah bah ouais, moi j'ai qu'une envie, c'est de repartir dans la prochaine là. Même si je profite de celle-là, hein, mais je regarde les prochaines avec hâte. Là, j'ai la clavicule cassée, j'attends de m'en remettre. Oui, effectivement, vous êtes venu avec une écharpe ce matin, vous nous expliquez un petit peu, parce que vous nous avez expliqué hors antenne, et les auditeurs ont le droit de savoir quand même que vous avez monté avec justement un problème à la clavicule à la base. Oui, donc en fait, je me suis cassé la clavicule une semaine avant l'ascension en ouvrant une cascade de glace dans le cirque du fer à cheval à Sixte. Et donc j'ai pris un morceau de glace de 50 mètres droit sur mon épaule qui m'a cassé la clavicule, mais pas déplacé. Et donc j'ai fait des radios chez un radiologue qui est Hervé Bouvard. C'est marrant parce que c'est le 2e ouvreur de la voie.
Et Hervé a détecté une fracture non déplacée et je lui ai dit que sur la fin de semaine, si ça me faisait pas trop mal, j'irais soit dans les directissimes de la Walker, justement cette voie qu'on a fait, soit faire 2 cascades du Racing qui s'appellent la Massue et la Sorcière Blanche. Et Hervé m'a conseillé d'aller dans les directissimes de la Walker, que l'escalade serait un peu moins pendue sur les bras. Voilà, donc j'y suis allé sur avis médical et finalement je l'ai redéplacé de 2 mm pendant l'ascension. Bon. Voilà. D'accord, mais là maintenant il y a un petit peu de repos. En tout cas, voilà, c'est un exploit fabuleux. Vous avez été à l'ombre pendant 5 jours. Lorsque vous avez découvert le soleil pour terminer, ça a dû être tellement réchauffant, réconfortant, tellement jouissant. Oui, le moment où on retrouve le soleil, c'est vraiment le grand réconfort. On a l'impression d'être à la maison, alors qu'en fait on est au sommet et il reste toutes les descentes. Et ce que j'ai dit en arrivant au sommet, c'est il n'y a pas besoin de partir loin pour se sentir loin. Et en fait, à partir du moment où j'étais au sommet, je me suis senti revenu à la maison, quoi. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir apporté ce témoignage. Donc Clovis Paulin, on rappelle, qui a fait partie de cette expédition complètement dingue, une aventure sans pareil. Charles Duboulot, Simon Velfringer et aux côtés donc de vous. Merci d'être venu nous parler un petit peu de tout ça, de redescendre aussi d'un peu un niveau pour être accessible au plus grand nombre. Et bien sûr, les images sont à retrouver dès maintenant sur la page Facebook Radio Mont Blanc et un film parce que il y avait un drone qui vous suivait. Oui, donc on a beaucoup d'images de cette ascension, donc je pense qu'il y aura quelque chose qui sortira. Et merci de m'avoir reçu. Au plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Et vous pouvez, si jamais, vous pouvez aller le suivre sur Instagram et puis également vous faire accompagner directement par Clovis parce qu'il est guide de haute montagne. C'est son métier en fait de vous emmener en montagne.